ceux qui nous écoutent aussi à la maison, probablement avec des bébés sur eux. Donc, à toutes les femmes, à toutes les jeunes mères, à tous les pères aussi qui nous écoutent, aux journalistes, aux intellectuels, mais à tout le monde, à ma grand-maman qui me regarde, à ma maman qui me regarde, bienvenue. Puis je salue mon conjoint, le papa de Jules, qui est avec lui, qui me permet d'être avec vous pleinement concentrée ce matin aussi. C'est rare que je dis ça, mais je suis vraiment fière de moi ce matin. Je suis fière de nous. Je suis toutes les filles qui nous écoutent, qui collaborent, les papas aussi. Soyez fiers de vous. C'est beau ce qu'on fait. Ça donne espoir pour l'avenir. Puis nos bébés vont de quoi être fiers de nous, en fait, aussi. Moi, je suis en train de monter un dossier de presse là, pour mon fils, en plus de son album de bébé, avec tout ce qui se passe. Je pense qu'on est en train de marquer l'histoire d'une belle façon. Puis c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui ensemble. Donc, ce mouvement-là, ma place au travail, c'est né d'un cri du cœur. J'étais toute seule chez moi dans mon salon avec mon bébé de 4 mois. Aujourd'hui, il a 6 mois. Donc, ça fait 2 mois que le mouvement existe seulement. Je pensais rejoindre quelques dizaines de personnes de ma région au Bas-Saint-Laurent pour qu'on crée quelque chose d'alternatif, une garderie, une halte garderie. Donc, vraiment, c'était pour comme trouver des solutions parce que j'étais tellement stressée à l'idée de devoir laisser tomber 9 ans d'université. Moi, je devais compléter mon doctorat en psychologie là, en septembre. J'ai des délais pour le faire. Donc, je ne dormais pas pendant ma grossesse à l'idée de ne pas pouvoir compléter ce rêve-là professionnel que j'ai. Moi, je me suis toujours imaginée être une mère, mais je me suis toujours imaginée aussi être une professionnelle. Je voulais être écrivaine, je voulais être journaliste, je voulais être psychologue. J'avais tellement d'ambition très jeune, puis jamais j'ai pensé en grandissant que je devais faire un choix entre ces deux rêves-là. Puis je pense toujours que je n'ai pas à faire un choix, puis c'est ce que je vais défendre jusqu'au bout. L'idée qu'on peut s'épanouir en tant que femme comme mère, mais aussi comme professionnelle, puis qu'on doit avoir le choix aussi. Puis moi, je respecte tout à fait aussi les femmes au foyer qui désirent rester avec leurs enfants. C'est tellement un bel épanouissement aussi, mais je pense qu'on doit pouvoir faire les deux. Puis c'est une valeur fondamentale aussi des Québécois et des Québécoises. Donc, je pense que le mouvement parle de lui-même aussi à ce niveau-là. Je vais aussi vous parler en introduction du pouvoir d'une rencontre, du pouvoir d'une rencontre humaine. Toute la beauté qui peut ressortir d'un échange authentique entre deux personnes. Myriam Lavoie-Moore, qui est celle derrière l'organisation de cette journée de recherche-là, je l'ai connue en étant dans une ligue de hockey pour femmes à Montréal. On a compté des buts ensemble, on a scoré ensemble, comme on dit. C'est une femme de tête, c'est une femme de cœur. Quand je jouais, quand j'étais son ailier droit, j'aurais jamais pensé être son ailier droit dans le cadre de l'organisation d'une journée comme ça. Mais c'est en voyant l'ampleur que prenait le mouvement qu'elle m'a approchée en me disant, là, je pense qu'il faut qu'on se parle, puis qu'elle s'est mise à s'intéresser en profondeur à cette question-là des services de garde. C'est une féministe, une femme incroyable. C'est une femme de cœur, de tête. Comme notre invitée d'honneur d'ailleurs aujourd'hui, Pauline Marois, une femme de cœur, une femme de tête. Donc, c'est grâce à cette rencontre-là, puis c'est grâce à toutes les rencontres qu'on fait depuis le début de ce mouvement-là qu'il grandit, qu'il évolue aussi vite, un peu comme nos petits bébés évoluent tellement vite aussi. Donc, le concept de cette journée, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est Myriam Lavoie-Moore qui va vraiment vous présenter les interlocuteurs d'aujourd'hui, mais le concept, en fait, c'est de s'asseoir ensemble, puis de réfléchir, de s'informer, parce que s'informer, c'est savoir se défendre aussi, c'est avoir une meilleure idée de la situation, c'est pouvoir aussi en parler à ses voisins, à des journalistes, à des amis, pour défendre notre point, puis être armé, en fait, intellectuellement aussi, par rapport aux questions qui nous concernent comme citoyens, comme citoyennes. Donc, vraiment, c'est une journée d'échange, mais d'une façon très vulgarisée aussi pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tout le monde puisse avoir réponse à ces questions. C'est pourquoi nous avons pensé mettre à l'avant-scène des femmes engagées dans ce mouvement-là, qui sont des jeunes mamans, qui vont vous poser les questions aujourd'hui. On a récolté aussi les questions
sur nos groupes, le groupe Ma Place au Travail de parents, le groupe privé, qui est rendu à près de 7000 parents dans ce groupe-là. Donc, vraiment pour que tout le monde se sente invité, concerné, puis qu'on se parle de parents à parents, puisque je sais que la plupart d'entre vous êtes des parents, de parents à parents, puis qu'on se raconte un peu notre histoire, donc d'hier à aujourd'hui, pour pouvoir réfléchir ensemble à ce que pourrait ressembler le Québec de demain, en fait, avec une pleine participation des femmes dans ce Québec-là aussi. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux vraiment laisser le temps à tout le monde de parler aujourd'hui. Ça va être super intéressant comme journée. Et puis, je vais terminer dans le fond, ce mot de bienvenue en vous disant, en vous informant que le mouvement Ma Place au Travail va devenir dans quelques semaines un organisme à but non lucratif d'éducation à la vie citoyenne et politique des jeunes familles pour veiller à la défense des droits des enfants de 0 à 5 ans. Donc, on voulait rester dans le paysage après, peut-être, on ne sait pas quelle sortie de crise on aura. Là. Nous, on revendique qu'il y a une crise actuellement dans les systèmes de garde au Québec, mais on voulait rester des mamans ours, des papas ours, à l'affût de ce qui se passe, puis vraiment d'amener les jeunes parents à s'informer et à s'éduquer sur les questions qui touchent leurs enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes partout au Québec, veiller au niveau municipal, provincial et fédéral à ce que les droits des 0 à 5 ans soient respectés et soient mis à l'avant-plan. Donc, c'est avec beaucoup de fierté, d'amour et d'espoir envers l'avenir que je vous parle aujourd'hui et que je vous dis bienvenue à cette belle journée. Et sur ce, je vais vous présenter notre première invitée, notre invitée d'honneur aujourd'hui. C'est une grande femme que je reçois ce matin. C'est une battante, c'est une rêveuse. Je pense que ce sont les mots, en fait, quand moi je pense à Pauline Marois, ce sont les mots qui me viennent à l'esprit. On pourrait dire superwoman, mais on ne le dira pas parce que l'image de la superwoman vient avec aussi l'idée qu'on peut tout faire, qu'on n'a peut-être pas de vulnérabilité, etc. Alors qu'au contraire, c'est une femme sensible qui a vécu des épreuves dans sa vie. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut être à la fois forte et sensible et émotive et que c'est aussi ce visage-là des femmes en politique qui peut être amené à changer aussi pour qu'on fasse de la place à ces émotions-là aussi à l'Assemblée nationale. Donc, elle est originaire de Limoilou, pour l'histoire, dans le coin de Lévis, il me semble. Donc, la plupart de nos mamans sont de ce coin-là aussi, donc c'est intéressant de rappeler ce fait-là. C'est une pionnière de la vie politique québécoise au féminin. C'est la mère de notre réseau des CPE depuis 1997, grâce à qui le Québec a le taux d'activité des femmes en emploi le plus impressionnant, en fait, au monde. Elle a accouché 2 fois pendant son premier mandat comme ministre, si je ne me trompe pas. 11 jours après sa première élection, elle donnait naissance. Donc, c'est pas vrai qu'on ne peut pas faire de la politique et être à la fois maman. Donc, elle a porté plusieurs choses en même temps, des idées et des bébés. Donc, elle est à la fois, comme je disais, une femme de cœur et de tête. Elle a eu une vision économique pour le Québec et une vision à la fois sociale. Donc, on peut lier ces 2 choses-là ensemble et ils vont de pair. Donc, sur ce, je vais m'entretenir avec elle et c'est avec beaucoup d'honneur qu'on va s'entretenir ce matin. Donc, bienvenue, Mme Marois. Merci d'être là. Voilà, bon, ça va? Le son oui, est là? On vous entend, oui. Bon, parfait. Ben, écoutez, d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait un énorme plaisir de parler de cette extraordinaire politique dont je reste très fière. En fait, c'est la politique dont je suis le plus fière après 30 ans de vie politique. Mais je veux d'abord remercier et féliciter les 2 Myriam Lapointe-Gagnon et Myriam Lavoie-Mort, pour avoir pris cette initiative. Et ce que je trouve absolument formidable, c'est qu'en 2 mois, on a réussi à réunir autour de la table des gens remarquables, talentueux, compétents, d'expérience. Ils vont vous apporter, je crois, des éclairages qui vont vraiment vous alimenter dans votre réflexion. Alors, encore une fois, bravo et merci. Alors, juste d'entrée de jeu,
Je vais essayer de me minuter là, pour ne pas dépasser trop mon temps. Je le dépasse tout le temps. Bon. D'entrée de jeu, je voudrais juste partager avec vous une réflexion que vous avez sûrement faite aussi. La pandémie a eu un impact, évidemment, et a toujours un impact, mais on sent qu'on commence à respirer un peu, a eu un impact sur toute la communauté, sur toute la société, sur l'univers, finalement. Mais je crois qu'on doit l'admettre, l'impact a été plus grand pour les femmes. Souvent, les femmes se sont retrouvées d'abord, ont perdu dans certains cas des emplois parce qu'il y avait des concentrations dans les services, concentration de femmes dans les services. Elles se sont retrouvées au front parce qu'elles sont majoritairement présentes dans les services de santé. Elles se sont retrouvées au front avec les écoles où elles sont aussi là enseignantes. Et on a mis sur leurs épaules, et c'est peut-être pas le cas de toutes les femmes qui sont avec nous aujourd'hui, on a mis sur leurs épaules une charge mentale beaucoup plus grande. Et c'est une sorte de retour en arrière, à mon point de vue. Alors, on a toujours pensé que c'était des acquis et qu'on avançait et que jamais il y avait de recul. Mais moi, je pense que là, il y en a eu un. Oui. Et ça nous prouve qu'il ne faut jamais lâcher. Oui. Jamais, jamais. Toujours avoir la perspective des objectifs qu'on poursuit et redresser la situation lorsqu'il s'avère qu'elle se transforme. Et donc, ne jamais rien prendre pour acquis, ne jamais lâcher. C'est le conseil que je nous donne. Et moi-même, qui ai été au cœur parfois d'événements assez difficiles à vivre, je peux vous dire que je n'ai pas lâché. Bon, juste comme info, en fait, j'ai eu 3 enfants en un mandat. J'ai eu un premier enfant j'ai eu un premier enfant 14 jours après l'élection en 81, en 83 et en 85, quelques mois avant la défaite, malheureusement, et aussi avant la course à la chefferie. Bon, alors maintenant, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, essentiellement de 3 choses. Vous parlez de mes convictions. Je trouve que c'est important de vous faire partager ce qui explique mon engagement et le travail que j'ai accompli pour réaliser et mettre en place la politique familiale. Je vais faire un peu d'histoire. Je sais que vous allez en faire aujourd'hui aussi, mais peut-être la petite histoire. Vous racontez que j'ai été au cœur, finalement, de la mise en place et du démarrage de toute la politique familiale. Mais la politique familiale, c'est bien sûr nos services de garde, mais c'était plus large que ça. Alors, je vais vous en dire un mot. Et puis, je vais terminer avec mon rêve. J'avais un rêve, je l'ai toujours. Il n'est pas encore complètement réalisé, mais je pense qu'il est encore possible de le réaliser. Je vais vous le confier d'ailleurs. À ce moment-là, vous verrez ce que vous avez le goût de faire avec. Vous allez nous confier votre bébé. Oui, je vais vous confier mon rêve. À vous de décider si vous avez le goût de relever le défi. En prendre soin. Bon, d'abord, mes convictions profondes, évidemment, c'est l'égalité. Je crois essentiellement à l'égalité entre les hommes et les femmes. Notre société va être gagnante de la participation des femmes à l'ensemble des activités de notre société, que ce soit, on voit qu'il y a des gains formidables de fait dans le monde de l'éducation, l'enseignement supérieur, même s'il y a encore quelques pas à franchir. Bon, alors, il y a des pas de géant qui ont été faits. On n'est pas au bout complètement de cet objectif. On n'a pas atteint cet objectif complètement. Quand je pense encore à la violence faite aux femmes, je crois que c'est un domaine où il y a un énorme travail encore à faire. La rémunération, où il y a encore des écarts, puisqu'on vient de vivre avec la pandémie, nous dit que ce n'est pas terminé. Donc, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre autres, en matière de conciliation, famille-travail. Parce que c'est là, à mon point de vue, que ça commence, l'égalité. Et dans le couple aussi, l'égalité entre hommes et femmes devant le partage des tâches, devant les tâches familiales et leur partage essentiel. Donc, première chose. Deuxième conviction qui m'anime depuis le début de mon engagement et même plus que ça, même quand j'étais très jeune à l'école, l'égalité des chances pour les enfants en particulier. Bon, on dit souvent les enfants sont notre avenir, ça a l'air d'aller de soi, mais c'est vrai, ils sont l'avenir de notre société. Notre société sera ce que nous en ferons, ce que nous leur aurons laissé comme héritage. Alors, pour moi, l'égalité des chances pour les enfants, c'est absolument fondamental. Peu importe où on est, la couleur de notre peau, la langue qu'on parle, les conditions économiques dans lesquelles on vient au monde,
on devrait être capable de partir tous sur la même ligne de départ. Et donc, il y a des gestes qu'un gouvernement peut poser pour faciliter cette égalité des chances. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes talents, les mêmes qualités, mais avoir au moins la capacité d'aller au bout de nos potentiels, aller au bout de nos talents, pouvoir les mettre en valeur, avoir sa part de bonheur finalement. Alors, l'égalité des chances, pour moi, c'est absolument essentiel. Après, pour faciliter cela, pour rendre possible cela, moi, je pense que ce qu'on a introduit dans la politique familiale est un élément majeur de la base de cette égalité des chances. Et je l'explique. Je pense qu'à peu près tous les spécialistes s'entendent, et vous en entendrez aujourd'hui aussi. Plus on intervient tôt dans la vie d'un enfant, plus on a la chance de changer la trajectoire si celle-ci semble aller un peu tout croche. On se souviendra de Camille Bouchard dans Un Québec fou de ses enfants qui nous avait dit ça, mais écoutez tous ceux et celles qui réfléchissent à ces questions et vous diront la même chose. Plus on va intervenir tôt aussi, plus on va augmenter la chance de réussite de nos enfants. D'ailleurs, il y a une des spécialistes qui va vous parler aujourd'hui qui a abordé cette question-là et qui le démontre très bien. J'ai vu la liste de vos... C'est formidable, hein? Vous avez vraiment des gens passionnants. Écoutez-les bien, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Ce qu'on sait aussi, c'est que le décrochage scolaire, c'est sûr qu'on peut intervenir à 12 ans, pas 13 ans, pas 10 ans. Mais si on intervient à 2 ans, 3 ans, puis qu'on voit qu'immédiatement, il y a des risques de retard de développement, de désintérêt, je pense que c'est là qu'on peut, encore une fois, intervenir d'une façon un peu significative. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Je crois à cette maxime, bien sûr, mais je crois cependant que les parents ont un rôle essentiel à jouer. Je dirais avec leur amour, avec la qualité de leur présence. Ça ne veut pas dire d'être parfaitement compétent, mais déjà d'aimer nos enfants inconditionnellement, de les respecter, parfois, oui, de se fâcher, parfois de prendre des mauvaises décisions, mais qui sentent qu'on est là pour eux et qu'on les aime. Et ça, pour moi, c'est, comme je dis, la qualité de la présence. Ça ne veut pas dire être là 24 heures sur 24. Des fois, on peut être là 24 heures sur 24 et être de très mauvais parents. Et puis, être là quelques heures, puis peut-être ça me justifie aussi parce que j'ai quand même vécu ça. Mais la qualité de la présence avec nos enfants. Nous sommes les premiers responsables de nos enfants. Cependant, l'État, bien sûr, a un rôle à jouer dans cette perspective d'égalité homme-femme, dans cette perspective d'égalité des chances, pour nous appuyer, pour nous accompagner, pour développer des politiques publiques essentielles, si on veut, au soutien du désir des familles d'avoir des enfants et les soutenir dans leur volonté d'en faire des citoyens responsables, des citoyens autonomes. Alors, revenons maintenant à un petit bout de mon histoire personnelle, puis ensuite de l'histoire de la naissance de notre politique enfin, c'est notre politique familiale, dont, entre autres, la politique des services éducatifs aux enfants, dont les CPE. Alors, j'avais 20 ans, j'étais déjà féministe. Je ne voulais pas avoir d'enfants, pas certaine, en fait, ou pas tout de suite, parce que je voulais m'assurer que j'allais partager les tâches avec mon conjoint, que ce ne serait pas moi qui serais la seule responsable de la maisonnée. Ah oui. J'aurai donc en 1979 ma première fille. Je vais être nommée ministre en 1981. J'ai déjà 2 enfants. Je suis féministe. Je ne l'étais pas au départ, mais je ne vous raconterai pas ça. Vous l'avez déjà lu dans des entrevues que j'ai données. Mais je suis persuadée, et doublement persuadée à ce moment-là, en 1981, lorsque je deviens ministre, qu'il faut que les gouvernements, et que notre gouvernement, dans le cas présent, c'était le gouvernement de M. Lévesque, qu'on doit travailler à promouvoir l'égalité homme-femme, à promouvoir l'égalité des chances pour tous et pour toutes. Si on remonte quelques années auparavant, donc là, je vous parle des années 80, le gouvernement du Parti québécois va être élu en 76, mais avant nous. Et il faut rendre hommage à cette femme qui a quand même mis de l'avant, d'ailleurs c'est elle qui a permis la création du Conseil du statut de la femme et qui a mis de l'avant une politique qui allait s'adresser aux parents pour les aider à les subventionner finalement. Là, il y avait un terme exact, c'était le plan Bacon et c'est Mme Lise Bacon qui a d'abord fait ça. C'est la première intervention publique finalement
autrement que par des subventions à des groupes communautaires. Parce que le réseau de services de garde au Québec, il est né vraiment, et c'était le balbutiement au départ, de garderies populaires qui étaient soutenues, animées par des parents, souvent aidés par des subventions qui venaient du fédéral. D'ailleurs, on leur reprochait de donner des subventions pour quelques années, de s'en retirer après, de telle sorte que le Québec se retrouvait avec le bébé dans les bras et parfois avec pas nécessairement les ressources qu'il fallait pour les soutenir. Mais donc, il y avait des garderies populaires. C'est beaucoup comme ça qu'est né le réseau de départ. Et il y avait des garderies privées à but lucratif qui coûtaient des sommes importantes. Les garderies populaires aussi coûtaient des sommes importantes. Et progressivement, il y avait de l'aide directe, c'était entre autres le plan Bacon, il y avait de l'aide par des crédits d'impôt qui sont arrivés au fur et à mesure du temps. À la fin des années 70, début des années 80, Denis Lajoux va faire adopter une loi qui va créer l'Office des services de garde. Vous allez voir celle-là, Guy, aujourd'hui, là, elle pourra vous en parler. Il a créé l'Office des services de garde. Pour la première fois, on allait réglementer les services de garde, les ratios, le nombre de mètres cubes, les espaces, etc. Bon. Et on va inventer à ce moment-là, enfin, on va inventer, c'est pas inventé, ça existe depuis tous les temps, la garde en milieu familial, la garde des enfants par les familles, mais on va l'encadrer, la soutenir et la reconnaître par une loi. Et l'objectif était très intéressant. Dans le fond, c'était de s'assurer qu'il allait pouvoir y avoir des services de garde accessibles ailleurs que dans les grands centres où on avait des concentrations. Alors que parfois, dans les petits villages, c'était difficile d'imaginer qu'on mette en place un service de garde avec 20-25 enfants. Alors, donc, ça a été une avancée très importante. Un peu plus tard, au début des années 80, lorsque je deviens ministre de la Condition féminine, je vais devenir ministre responsable de l'Office des services de garde et de la politique des services de garde. Et vous allez voir, tout au long de mon action politique, cette responsabilité va me revenir directement ou indirectement. Alors là, évidemment, je vais passer un grand pan de tous les efforts qui se sont faits du début des années 80 jusqu'à 1996-97, où on va adopter la nouvelle politique familiale qui est toujours celle qui est en vigueur au Québec. Mais cependant, je veux rappeler que c'est vraiment toujours, et vous jouez, vous assumez ce rôle-là aujourd'hui encore, ce sont toujours grâce aux parents qui se sont manifestés, qui ont levé le drapeau, qui sont allés dans la rue avec des pancartes pour dire au gouvernement et même aux miens, on a besoin que vous nous aidiez, que vous nous supportiez. C'est important, cette politique de développement des services de garde. Mais à l'origine, je le dis, c'était vraiment un réseau de services communautaires dirigés par des parents. Il y a même eu un épisode un peu difficile que j'ai solutionné lorsque je suis arrivée au gouvernement. Les garderies n'avaient pas d'argent, les garderies populaires. Ils étaient souvent logés dans des locaux publics, dans les commissions scolaires qui avaient des locaux disponibles, même ça peut être des sous-sols d'église dans les municipalités. Et ils ont fait la grève des loyers. Ça a été une crise énorme. Et puis, on a fini par trouver une voie de passage. Ils ne voulaient plus payer de loyer parce qu'ils disaient, on n'a pas d'argent, alors on va garder notre argent. C'est des institutions publiques, arrangez-vous. Alors, ça avait été un peu compliqué, mais on avait fini par régler tout ça et puis par tourner la page sur cet épisode. Mais c'était encore une fois un cri au secours pour nous dire on n'a pas assez de ressources pour les responsabilités qu'on assume en s'occupant des services de garde. Alors, je passe ce grand bout d'histoire pour arriver à 1996. 1996, je vois que beaucoup de jeunes femmes dans l'assistance. 1996, c'est Lucien Bouchard qui est aux commandes et il a souhaité que l'on rétablisse l'équilibre dans les finances publiques. Ça a été la fameuse phase de la recherche du déficit zéro, donc de zéro déficit au fonctionnement, là, évidemment, pas à la dette, et donc, pour lui, c'était essentiel pour que le Québec retrouve ses ailes, finalement, pour avoir plus de moyens pour investir dans des politiques sociales, pour investir dans
projets économiques, etc. Et donc retrouver des finances publiques saines. Pour ce faire, au lieu de l'imposer de haut, il a réuni, puis c'était une tradition au gouvernement, dans les gouvernements du Parti québécois, d'organiser des grandes rencontres publiques. Alors, en 1996, il va organiser un sommet socio-économique. En fait, il va y avoir deux phases à ce sommet. Le premier va être pour établir l'objectif, comment allions-nous atteindre l'équilibre budgétaire? Et c'est là qu'il y a eu cette fameuse proposition qui est venue autant des syndicats qu'appuyée par le gouvernement, de voir comment on pouvait suggérer des mises à la retraite pour des gens qui le souhaitaient. On avait des caisses de retraite assez bien fournies et ça permettait de réduire le personnel sans faire perdre leur emploi aux gens, bon, etc. Ça a eu des effets pervers, je ne reviendrai pas là-dessus, on peut relire l'histoire. Mais M. Bouchard va à ce moment-là souhaiter qu'il y ait une forme de compensation pour la société québécoise, un soutien aux familles, parce qu'on leur demande beaucoup de sacrifices, disons le mot qu'on utilisait, on leur demande beaucoup de sacrifices. Alors, comment faire en sorte qu'on soit reconnaissant? Mais reconnaissant pas seulement un bon père de famille, ou pas de mère de famille, mais reconnaissant par des politiques audacieuses. Il va donc demander à un comité formé de très hauts fonctionnaires de différents ministères de lui proposer des actions à mener et qui rejoindraient l'ensemble des familles. Alors, ce comité a été très audacieux, très progressiste. Et il est arrivé avec une proposition qu'il a déposée auprès de M. Bouchard, dont moi j'ai été évidemment, à laquelle j'ai été immédiatement associée. On transformait, on prenait toutes les allocations versées aux familles, allocations familiales, allocations pour à la naissance, puis il y avait des crédits d'impôt, etc. On transformait tout ça pour faire deux choses. La première, c'était de faire une seule allocation qui allait décroître selon la hauteur du revenu. Et l'autre partie de l'argent dégagé allait aller directement aux familles pour leur permettre d'avoir accès à des services de garde de qualité éducatifs à 5 $ par jour. C'était une révolution, littéralement. Alors, on a oublié, mais je vais le rappeler, puis après ça, je reviendrai à ce qui s'est passé. À l'époque, la politique familiale, c'est plus que cela. Ça, c'est déjà énorme et c'est une mesure phare, majeure, qui va avoir une influence exceptionnelle et je dirais une immense influence sur ce qui va se passer dans la société québécoise par la suite, pour les familles, mais aussi pour l'économie. C'est ça qui est absolument formidable. Alors, il y a dans la politique familiale qui va être proposée, il y a 4 volets. Les maternelles 5 ans n'étaient pas à plein temps à l'époque. Puis le rapport parent des années 60 avait proposé qu'elles soient déjà à plein temps, mais d'une année à l'autre, d'une chose à l'autre, le gouvernement n'avait pas jugé bon de le faire. On a donc implanté la maternelle 5 ans, temps plein, de mi-temps à temps plein. Les gens nous ont dit, vous ne serez pas capable, ça va être compliqué, ça va vous prendre des années. Ça nous a pris 6 mois. On a fait confiance aux commissions scolaires, on a travaillé beaucoup avec elles. Et au bout de 6 mois, toutes les écoles offraient des maternelles plein temps à 5 ans, avec un programme très élaboré parce que les parents étaient inquiets. Bon, en fait, peu importe. Le deuxième élément, donc, maternelle plein temps, la grande mesure qui revisait les allocations versées pour arriver à une allocation graduellement dégressive, c'est-à-dire qui était moins élevée selon que le revenu montait. Le régime d'assurance parentale, on l'a oublié, mais à l'époque, je vais travailler avec Nicole Léger à faire adopter une loi qui va créer le régime d'assurance parentale. C'était les syndicats qui se débattaient depuis des années, et particulièrement dans le secteur public et parapublic, pour avoir accès à des congés parentaux décents. Pour le reste, c'était couvert par l'assurance emploi, comme c'était le cas à travers tout le Canada, avec, par exemple, le fait que quand on quittait un emploi ou qu'on le perdait, il y avait ce qu'on appelle un délai de carence de 2 semaines entre le moment où on quittait l'emploi et le moment où on recevait l'assurance emploi. Madame Payette, qui était ministre dans le gouvernement de M. Lévesque, avait dit « ça n'a pas de bon sens, tout ça, on va couvrir le délai de carence ». Alors, le Québec payait les 2 semaines, remplaçait les 2 semaines de salaire avec un certain niveau là, pour compenser cela, parce que c'était des congés pour donner naissance.
des congés parentaux. En fait, ça s'appelait des congés maternité à l'époque. Mais dans la nouvelle politique, en 97, on prend ça à bras-le-corps et on adopte une loi avec des mesures vraiment intéressantes, dont une qui, pour moi, continuera d'être une mesure qui a changé un peu la vie des couples, un congé parental réservé aux hommes. C'est-à-dire qu'il y avait 5 semaines, là, je ne sais plus où il en est maintenant, là, si c'est 6 ou 7, je ne pense pas que ça a changé. 5 semaines que les hommes pouvaient prendre et cependant qu'ils n'étaient pas transférables à leur conjoint. Et c'était pour envoyer un message, évidemment, que d'abord, les enfants, ça appartient autant aux hommes qu'aux femmes. Deux, les hommes ont le droit de pouvoir être présents au moment de la naissance de leur enfant, aider leur conjointe, participer dans la maison, etc. Bon. Et ça, je crois que ça a changé quand même la vie à ce moment-là. Le congé parental, il peut être pris par l'homme aussi, ce qui est intéressant aussi. C'est ça. C'est mon conjoint qui a le congé parental, comme je suis aux études. Donc, ça aussi. Ben oui, c'est ça. Alors, ça aussi, il y avait ce 30. Mais on n'allait pas aussi loin à l'époque, mais ça, c'est bonifié. C'est bonifié. En toute honnêteté, ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. Nous, on a adopté la loi, j'ai négocié jusqu'à plus soif avec M. Petitgrou, qui était ministre à ce moment-là, responsable fédéral, je m'en souviens comme c'était hier, et le fédéral refusait de nous transférer une somme qui aurait permis de faire la transition sans que le coût soit trop lourd sur les épaules du Québec. Et donc, on n'a pas fini par s'entendre. Ce sont les libéraux qui ont finalisé l'entente, mais ils ont laissé tomber cette portion, ce qui fait qu'on a dû augmenter un peu le coût de l'assurance parentale, qui évidemment est un prélèvement fait sur les salaires des employeurs et des employés. Mais on a fait plein de choses. Hein. À ce moment-là, on a couvert les personnes, les travailleuses autonomes, ce qui n'était pas le cas dans l'assurance emploi. Fait qu'on a vraiment fait l'impression qu'on pourrait parler 48 heures avec vous de tout ce qui a été fait par rapport à la politique familiale. Là, j'ai l'impression qu'on a parlé de la gestation de ce rêve-là, de sa naissance, de sa croissance. Puis là, on arrive aujourd'hui avec qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi d'abord, je veux juste revenir quelques minutes, si vous permettez, Myriam, sur le fait que quand on a lancé la politique, on avait pris comme engagement en 97. Là, je vous passe, j'avais toutes sortes de citations, mais je vais revenir. En 97, on avait dit on va créer 73 000 places d'ici 2001. Ça veut dire beaucoup de places, hein? 15, 20 000 places par année. Et moi, j'avais dit à mon sous-ministre, parce que là, M. Bouchard m'avait confié toute la politique familiale, ce qui fait que j'avais les coups des franges, même si j'avais quelques oppositions à l'intérieur. Ça ne fait rien, j'ai fait la bataille, j'ai fait la guerre. Et là, j'avais dit à mon sous-ministre, s'il vous plaît, ne nous enfargeons pas dans la bureaucratie. Il faut débloquer les permis, aider les services de garde, pas leur mettre trop de conditions lourdes. On corrigera le tir par la suite. 73 000 places parce qu'on avait fait une enquête. Et les familles nous disaient, c'est ça qu'on veut. Mais quand on a fait les garderies à 5 $ avec les CPE, avec les gardes en milieu familial, on a eu une avalanche de demandes. Ce qui fait que la demande a doublé. Et on a été victime donc de notre succès. En 2001, les 73 000 places étaient faites. Et surtout, nous avions mis en place un projet de qualité. Parce que pour nous, c'était des services de garde éducatifs. On a corrigé le salaire des éducatrices à l'époque. C'était pas parfaitement, mais c'était une énorme avancée par rapport à ce qu'elles connaissaient. Il y avait un programme qui devait se développer dans chaque service de garde. Il y avait des obligations de formation pour les gens qui travaillaient dans les services de garde, sinon une expérience, mais il y avait toujours au moins 2 éducatrices sur 3 qui devaient être formées en psychologie, les techniques de services de garde dans les cégeps, qui était une formation formidable. Bon. Alors, parce que l'objectif de la politique familiale, c'était l'égalité des chances. Et donc, on était très, très attentifs sur la qualité du personnel, la formation, la stabilité du personnel. Et je vous ai parlé de mes convictions, que les parents sont les premiers responsables. Nous avons confié les services de garde aux parents. Et donc, c'est plus long, c'est normal, parce qu'on demande à des parents de trouver une bâtisse, d'en construire une, de bâtir un programme, de baucher du personnel. Mais c'est un pari formidable qui a été gagnant. On a donc demandé
à des parents de prendre en charge la mise en place des services de garde, de nos fameux CPE, et surtout, on ne les a pas étatisés. Ce n'est pas une école, le service de garde. Ça appartient aux parents qui l'animent, qui le gèrent, avec le personnel, évidemment, qui est choisi. On a donc transféré, dans le fond, 80% des budgets que coûtait un service de garde, demandant une contribution de 20% des parents, mais en faisant confiance aux parents. Bon, maintenant, puis là, écoutez, j'avais une citation ici sur la fréquentation des services éducatifs qui est associée à une meilleure préparation à l'entrée à l'école. Il y a des données qui vont vous être présentées aujourd'hui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, le ministre, je crois, je lui ai parlé, il m'a parlé il y a quelque temps. Et il est très sensible au fait qu'il y a des besoins, etc. Puis il s'est bien rendu compte qu'il avait échoué parce que ce n'est pas en développant 3000 places par année ou 2500 que ça va marcher. Alors, je venais de lire, quand je lui ai parlé, un article qui avait été écrit par quelqu'un qui avait analysé quelles étaient les exigences que l'on faisait aux parents pour développer les services de garde. C'est une liste longue comme ça, compliquée, des embûches, refaire 3 fois le plan. Bon, là, il y a plusieurs mesures possibles. Il en a pris une qui n'est pas bête. Dire, utiliser des locaux qui sont quand même corrects, temporairement, le temps que vous construisiez vos CPE. C'est difficile pour des familles de s'organiser, de penser à travailler à toutes les étapes. C'est du bénévolat tout le temps. Pourquoi ne pas demander à des CPE bien implantés, en leur fournissant, en les payant pour le faire, de devenir des conseillers pour aider des familles à démarrer? On faisait aussi ça, nous, on demandait à des CPE en installation, donc des installations, de développer de nouvelles installations ailleurs, dans d'autres coins, quitte à ce qu'il y ait un nouveau conseil d'administration qui se forme, de parents qui allaient prendre en charge, etc. Ça, à mon point de vue, ce sont des avenues qui peuvent s'utiliser très rapidement. Oui. On demande à des parents expérimentés, des CPE expérimentés, de faire plus de bébés. Oui, absolument, absolument. Puis l'autre chose, débureaucratisons le système. Ça, moi, ça a été une bataille de ma vie comme ministre, comme membre du gouvernement, comme première ministre. Désalourdissons le chemin à suivre pour atteindre l'objectif, quitte à ce que ce ne soit pas parfait. C'est sûr, on veut que nos enfants soient en toute sécurité, on veut que la hauteur des bancs soit la bonne, la porte-barre bien. On a raison, on a totalement raison. Mais à un moment donné, ça fait un cahier de charge épais comme ça, puis les pauvres familles se perdent là-dedans. Puis imaginez les familles, souvent en milieu défavorisé, où ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'outils. Je trouve qu'on crée des embûches impossibles. Alors donc, la bataille, elle doit se mener sur tous ces fronts-là, à mon point de vue. Et au lieu de mettre des embûches, on devrait dégager du monde pour dire on vous aide, puis on vous accompagne, puis on évite toutes les phases que vous allez rencontrer, à moins qu'ils ne veuillent pas développer les places et que ça les arrange parce que ça coûte moins cher. Parce que c'est sûr que ça coûte cher, mais essayons donc l'absence pour savoir comment ça coûte. Parce que le gain, puis là, M. Fortin va vous faire une belle démonstration de ça, le gain est extraordinaire. On a fait reculer la pauvreté chez les familles, chez les femmes chefs de famille monoparentales. On a accru notre richesse économique collective parce que les femmes, étant sur le marché du travail, vous le mentionniez, le plus haut taux de participation actuellement, le plus haut taux d'activité du monde. Je pense qu'il y a un autre État qui nous devance. Alors voilà, mon souhait le plus profond, c'est qu'il y en ait du développement des CPE. Puis mon rêve, et je termine avec ça, parce que j'allais oublier de vous parler de mon rêve, quand j'ai pensé au développement des CPE, c'était pas de nommer les garderies des centres de la petite enfance, ça avait un sens. Ça signifiait quelque chose. Et je travaillais à ce moment-là beaucoup avec les regroupements de garderies. Je vais nommer une femme qui m'a beaucoup accompagnée, qui était dans ce réseau, Claudette Pitre-Robin, qui est une femme formidable, qui a travaillé très fort. Et je lui avais confié mon rêve, puis on était prêts à travailler ensemble. Le centre de la petite enfance devenait le lieu de chute des services offerts par des CLSC, par exemple. Alors, faire en sorte qu'on puisse vacciner nos enfants au centre de la petite enfance, qu'on puisse consulter un travailleur social, un psychologue, qu'on puisse avoir une infirmière en santé communautaire qui puisse répondre à nos besoins, etc. Ça ne voulait pas dire qu'il y a toute cette équipe-là dans le CPE, mais
quelques jours semaine ou quelques jours mois, il pouvait y avoir d'offert ces services-là. Imaginez le formidable potentiel de conciliation famille-travail, parce qu'on n'est pas obligé de courir au CLSC pour avoir le vaccin, courir chez l'optométriste pour avoir un examen, et ça faisait des milieux de vie formidables. Mais pour ce faire, il fallait que les CPE deviennent une réalité accessible partout à travers le Québec. Il n'est pas trop tard pour bien faire. On peut transformer progressivement, c'était mon rêve, les garderies commerciales à but lucratif, les amener à racheter des permis, etc. Le faire progressivement, ramener cela à un niveau d'un CPE, former des conseils avec les parents, et puis développer cette proposition qui, pour moi, reste un rêve inachevé. Mais le 0-5 ans, en fait, la promotion, la prévention, toute la richesse dans cette période de la vie. C'est ça. Est-ce que vous nous permettez d'adopter votre rêve, Mme Marois, de le... Je vous le lègue. Je vous le lègue. Oui. Bon, on signera les papiers d'adoption plus tard. Mais... Pas de problème. Mais je voulais aussi mentionner qu'on dit souvent que je suis la mère des CPE, mais il y avait quand même un père. Et s'il n'y avait pas eu Lucien Bouchard, je tiens à le noter, parce que moi, j'ai eu la chance de prendre ce projet-là, puis de l'assumer pleinement, puis de me battre à l'intérieur, puis de le développer, puis parce qu'il fallait avoir pas mal de conviction, pas mal de détermination, parce qu'il y avait beaucoup d'embûches, je peux vous dire ça. Les finances trouvaient ça pas mal cher. Oui. Donc, il y avait un père, puis il y avait votre mari aussi, oui, qui vous a supporté aussi dans cette quête-là. Je tiens à le souligner aussi. Je sais qu'il y a des papas qui nous écoutent. Donc, l'idée, c'est de faire équipe pour porter cette égalité-là aussi, puis qu'on en est tous gagnants et que nos enfants en sont gagnants d'avoir leur père aussi présent dans Absolument. C'est vraiment Absolument. Un rêve de société. Ce n'est pas qu'un rêve de femme, c'est un rêve d'homme aussi, c'est un rêve d'enfant. Donc, moi, je tenais à les mentionner puis à saluer votre mari aujourd'hui. C'est gentil. Je vais le lui dire. Bon, parfait, je n'en doute pas. Puis, si vous aviez, je sais qu'on a dépassé le temps, mais bon, si vous aviez quelques conseils pour les mères engagées qui nous regardent, les femmes qui doutent à l'idée de peut-être s'impliquer en politique, donc quelques mots aussi sur notre mouvement, qu'est-ce que vous voyez? Ben moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si on veut changer les choses, il faut s'engager. Moi, ça a été le moteur de mon engagement, l'égalité des chances, la lutte contre la pauvreté, évidemment un projet de pays dans mon cas parce que je suis une souverainiste. Et donc, si on a des convictions, engageons-nous à les mettre en œuvre. Et puis, par ailleurs, si on a des projets professionnels, si on a le goût d'exercer certaines fonctions, d'aller vers un rôle d'élu municipal, de diriger une organisation, osons. On a plein de talents, on a plein de potentiel, on a plein de ressources. Parfois, on agit d'une façon un peu différente des gars. Et c'est pas mauvais. Moi, je pense qu'au contraire, la société a besoin de cette différence. Alors, je dis aux femmes, allez-y, foncez, vous êtes bonnes, vous avez du talent, vous avez des capacités de tenir compte de détails parfois dans le quotidien que les gouvernements ignorent. Et puis, la résilience. La résilience est une qualité essentielle lorsqu'on veut changer les choses. Savoir se relever et devenir plus forte encore suite à un refus. C'est ça. Je pense que vous êtes un exemple vivant, en fait. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis je vous souhaite une super belle journée. Et encore une fois, vous avez des invités exceptionnels. J'en ai la chair de poule, Mme Marois. Merci. Merci énormément. Ça m'a fait plaisir. On a fait quelques pressions. On est allé voir des amis à moi pour me parler, pour que je puisse participer à la journée. Mais ça me fait toujours plaisir quand même d'être associée à des mouvements citoyens comme le vôtre. Bravo et merci pour toutes les familles du Québec qui souhaitent avoir accès à des services de garde de qualité. Bonne chance. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.